c'est sérieux comme sujet, mais on rigole souvent. Et on se sent plus à l'aise de rigoler quand on voit le clown en avant qui fait les grimaces. Mesdames, Messieurs, je suis prêt pour le décollage. Et je procède comme j'ai déjà procédé ailleurs, souvent en France. La première chose que j'ai à vous expliquer, c'est que la première fois que j'ai mis les pieds dans une classe pour travailler, pas pour étudier, pour travailler, je n'avais pas encore été à l'université. Je ne savais pas que j'allais devenir un jour enseignant. Et je fais application à toutes sortes d'endroits autour de Sorel, mon lieu de résidence. Et je reçois un coup de téléphone miraculeux d'un certain monsieur Yves Houle. Je vois que vous le connaissez. Monsieur Yves Houle me dit, on est au mois de novembre, j'ai une enseignante à Saint-Angèle qui prend congé maternité à partir du début janvier, seriez-vous disponible? Évidemment, j'ai fait l'air sage, mais j'étais très excité et très nerveux. Quand tu as toujours été élève et que durant certaines parties de ma vie, je me suis amusé à faire fâcher mes professeurs, me retrouver maintenant devant la classe et vouloir être apprécié des élèves et non pas condescendant et leur laisser faire n'importe quoi, j'ai commencé à avoir mes premiers pincements au cœur. Comment je fais pour être un bon professeur? 5e année à l'école de Saint-Angèle, l'école élémentaire. C'est un beau souvenir pour moi. Et quand votre ami Florent, votre président Florent m'a contacté, j'étais heureux, j'avais l'impression de revenir chez moi. Alors, je l'ai fait souvent, le trajet, moi. Sorel, Saint-Angèle. Au début, 1 fois par jour, et très rapidement, 1 fois par semaine. Je m'étais trouvé une petite pension juste en face de l'église de Saint-Angèle. Et je logeais là-bas. Il n'y a rien qui m'annonçait que j'allais devenir professeur. J'ai fait application dans des universités. Je rêvais de devenir architecte, artiste. J'avais soumis ma candidature à l'École des beaux-arts de Montréal. Je rêvais aussi d'être avocat. Oui, là, je sens, oui, mes oncles m'avaient dit non, pas avocat. Les frères de ma maman m'avaient dit non, pas avocat. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que c'était pas très joli. Alors, je fais application dans différents endroits et tout à coup, à la dernière minute, j'apprends qu'à l'Université Laval, là-bas, quand quelqu'un vient de terminer son cours classique, ils ont un cours intensif pour devenir professeur d'éducation physique. Moi qui avais fait du sport, qui était champion du 100 mètres, qui avait marqué des tas de points au football au séminaire de Saint-Hyacinthe, je tente ma chance et je suis accepté. Je suis devenu, mesdames, messieurs, un des hommes les plus heureux au monde, professeur d'éducation physique. Et cette fois-ci, pas avec l'obligation de courir tout le temps, mais avec comme responsabilité de faire bouger les enfants que j'avais devant moi. Le premier contrat que j'ai eu, c'est dans une école secondaire. C'est donc pas des enfants que j'ai fait courir, c'est des adolescents. Je vous apprends rien, vous devez facilement deviner que faire courir des adolescents et des adolescentes, c'est plus difficile. J'enseigne, je me trouve un emploi en finissant l'université. Et, mesdames, messieurs, il m'arrive en 1986 une catastrophe que j'appelle aujourd'hui un miracle. J'étais enseignant syndiqué actif. D'ailleurs, votre trésorier qui est derrière là-bas m'a accueilli avec la main levée. On a fait du syndicalisme ensemble dans les années 70. Et voici qu'en 1986,
notre centrale syndicale, la CEQ à l'époque, fait une proposition au ministre de l'Éducation qui est là depuis quelque temps seulement, Claude Ryan. Et notre centrale syndicale dit à Claude Ryan, Monsieur le ministre, nos syndicats et votre ministère de l'Éducation, on est en guerre perpétuelle tous les 3 ans. Depuis que j'avais commencé à enseigner, chaque 3 ans, il y avait une grève d'enseignants. Et à la fin de chaque grève, il y avait tout le temps des enseignants qui disaient « Cette fois-ci, j'ai participé, la prochaine fois, vous ne m'aurez pas. » Et quand arrivait 3 années plus tard l'occasion de dire « On se laisse marcher sur le corps ou on se lève », le monde votait toujours majoritairement « On se lève ». Même en 1976, quand il y a eu une loi spéciale d'adopter où on risquait tous d'être poursuivis, de voir nos maisons saisies, nos biens personnels, les votes de grève ont devenu encore plus élevés. Alors que la moyenne de votes de grève jouait autour de 60-65%, menace de loi spéciale, 85% de pourcentage de grève. Les enseignants, mesdames, messieurs, j'en suis convaincu, et personne n'est obligé d'être d'accord avec moi, sont des personnes qui ont du culot. Et même quand tout le monde a l'air d'être contre nous, on tient notre bout. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est lors de cette fameuse négociation où le ministre des Finances du Québec, Raymond Garneau, en pleine télévision, se moque de nous parce que nous demandons, quel effronté on était, nous demandions un congé de paternité. Mais croyez-le ou non, on a fait la grève et on a gagné les congés paternité. Et je suis certain que parmi toutes les personnes qu'il y a dans cette salle, si vous avez une fille ou un garçon qui a eu des enfants à son tour, vous étiez fiers que vos enfants aient accès à un congé de maternité et un congé aussi de paternité. Mesdames, Messieurs, c'est vous, ça. Et j'étais dans le lot. En 1986, le ministre de l'Éducation, Claude Ryan, répond à la CEQ, « Vous me faites une proposition de collaboration parce que c'est l'année internationale de la paix. » Ce n'est pas nous qui avions décidé ça au Québec, ni au Canada, ni à Washington, des années de la paix à Washington, non. L'ONU propose à tous les instituteurs et institutrices du monde entier de souligner avec les enfants l'année internationale de la paix. Notre syndicat local, Chauveau-Charlesbourg, fait la proposition à nos commissions scolaires, 7 commissions, les 7 commissions scolaires embarquent. Oui, on veut faire quelque chose avec nos enseignants à l'occasion de l'année de la paix. Et c'est ce qui s'est passé suite à cette décision de collaboration entre 2 belligérants féroces. N'oubliez pas qu'on sortait d'une époque où enseigner, c'était un acte de bénévolat, c'était les communautés religieuses qui enseignaient. Vœu de pauvreté. Nous, on arrive à exercer le travail, le métier d'enseignant, et on veut être mieux respecté au niveau salaire. Parce que nous, on a des familles, nous. On a des enfants, nous. Donc, on est combatifs. Nous participons chez mon employeur à moi, Commission scolaire de Charlesbourg, à une journée conjointe préparée par le syndicat des enseignants et des enseignantes et notre employeur, Commission scolaire de Charlesbourg. Une journée complète, fin du mois d'août. Les enfants ne sont pas entrés à l'école encore. Des conférences en assemblée plénière à l'école secondaire polyvalente Charlesbourg. 700 personnes. Avec des ateliers l'après-midi. Et dans chaque atelier, les enseignants de chaque école décidaient qu'est-ce qu'on fait dans notre école. Et voici une idée qui a fait consensus dans toutes les écoles. Nous allons demander aux enfants d'apporter à l'école des jouets de guerre. On va les brûler, on va les écraser avec un bulldozer? Non. On va promettre aux enfants qu'avec tous ces jouets, leur jouet va devenir un matériau pour construire un monument en faveur de la paix. On veut un peu la paix, un petit monument ne suffira, pas besoin de beaucoup de jouets.
Mais si on veut beaucoup la paix, ça prend beaucoup de jouets pour avoir un gros monument. On envoie des lettres aux parents. Les maîtresses, les professeurs commencent à faire les explications en classe. Et à la dernière semaine du mois d'octobre 1986, dans chaque classe, il y a une boîte de carton qui reçoit les dons des élèves. Au début, des vieux jouets brisés. Et puis, rendu mardi, mercredi, des jouets plus dispendieux. Un porte-avions G.I. Joe, ça coûtait à l'époque 85 $. Bien, on en a retrouvé dans les boîtes de carton. Toutes les classes avaient sa boîte. Et voici ce qui m'amène ici. On reçoit tous ces jouets, on les étale sur un plancher de gymnase géant, polyvalente de Charlesbourg, et on prend des photos de tous ces jouets. Et on découvre, on n'avait pas lu l'article dans un journal ou un reportage à la télé. On n'avait pas appris ça dans nos livres de formation des maîtres à l'université. On découvre que les jouets que les enfants nous apportent s'appellent G.I. Joe et Transformers. C'était les deux jouets qu'on avait reçus en plus grande quantité, plus que tous les autres jouets. Où c'est que les enfants ont pris l'idée de demander au Père Noël des G.I. Joe et des Transformers? C'est quelqu'un qui leur a donné les cadeaux. On découvre que G.I. Joe et Transformers sont deux titres de séries télévisées, dessins animés, diffusés une fois par jour en anglais, depuis 83, 84, 85, durant tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre. Aux États-Unis, une fois par jour en anglais. Au Québec, diffusé par TVA, une fois par semaine en français. Et on découvre que ces deux émissions étaient, en 1986, les deux plus violentes au monde. 84 actes d'agression à l'heure dans G.I. Joe, 81 actes d'agression à l'heure dans Transformers. Enseignants, année de la paix, les enfants croient à la paix, ils investissent des jouets, les jouets qu'on recueille portent le nom d'une série télévisée, on a la puce à l'oreille. Et en plus, c'était les émissions les plus violentes au monde, plus que les émissions pour adultes. Et bien sûr que quand l'émission était diffusée une fois par jour en anglais, septembre, octobre et novembre, bien, quand le Père Noël appelait chez vous, chez moi, maintenant que je donne des conférences en France, je sais que le Père Noël appelle aussi en France. Il demande aux parents qu'est-ce qu'on apporte comme cadeau aux enfants pour Noël. Et les adultes n'ont pas le choix. Il faut acheter des G.I. Joe et des Transformers en cadeau à nos enfants pour faire briller leurs yeux à Noël. C'était un détournement de la fête de Noël qu'on avait célébré depuis des décennies, si ce n'est pas des siècles, avec une phrase, « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et les enfants, on leur avait donné des films où ça tire, où ça tue, 84 fois à l'heure. 81 fois avec Transformers. Je fais partie des enseignants qui ont été dégoûtés. Mais être dégoûté, ça ne sert à rien. À moins qu'on décide de se servir de notre dégoût et de canaliser l'énergie pour construire quelque chose. Mesdames, Messieurs, en 1989 arrive le massacre de Polytechnique, l'école Polytechnique. 20 femmes assassinées, des dizaines d'autres blessées. Quand le tueur est entré dans la classe pleine de filles, il a demandé aux gars de sortir. Tous les G.I. Joe sont sortis. Tous. Il est resté les filles et il a tiré dans le tas. C'est chez nous que ça revient, là. 89. 89, c'est aussi l'année où la compagnie Hasbro, qui avait fait désirer aux enfants des G.I. Joe et des Transformers, 89, c'est cette année-là que Hasbro a inventé les Tortues Ninja. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a eu connaissance des passages des Tortues Ninja? Levez la main, s'il vous plaît. C'est bon pour la circulation. Merci. La même compagnie, Hasbro,
a eu besoin de faire désirer aux enfants des Power Rangers. Qui les a connus? Le bras est déjà fatigué. Merci. Et en 99, ben là, je suis certain que toutes les mains vont lever, parce que Hasbro a eu besoin de faire désirer aux enfants des Pokémon. Eh ben voilà. Voilà comment une compagnie qui veut faire désirer des jouets aux enfants bourre ses émissions d'actes violents, inquiète les enfants qui regardent l'émission, mais qui ensuite, la nuit, repensent à ce qui est arrivé à leur héros, et ils sont inquiets de ce qui va lui arriver demain à l'épisode suivant. C'est de la manipulation ignoble. Nous ramassons ces jouets, nous construisons un monument pour la paix, et je décide avec d'autres collègues enseignants que nous allons réaliser dans les écoles du Québec une activité de sensibilisation des enfants à la guerre, sous le thème « La guerre n'est pas un jeu », c'est une horreur la guerre. Il n'y a pas d'invention pire que la guerre. Pour faire la paix, il faut 2 pays. Pour faire la guerre, un seul pays suffit. Nous décidons donc que de 89, le massacre de Polytechnique, jusqu'à l'an 2000, nous allons faire des activités de sensibilisation avec un guide pédagogique qu'on avait composé nous-mêmes et qui s'intitulait « Cesser le feu ». Toutes des activités sur l'influence de la télévision sur les enfants. On a du succès et voici qu'il nous arrive en 2001 2 surprises. 2001, février, le Conseil supérieur de l'éducation, qui reçoit des appels de tous les syndicats d'enseignants, même des commissions scolaires de partout au Québec, pour dire qu'il y a un problème de comportement chez les enfants. Il y a un problème de comportement chez les enfants. On ne sait pas pourquoi, mais on est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Le Conseil supérieur de l'éducation commande une enquête pour vérifier est-ce que les enseignants se plaignent pour rien. J'ai déjà entendu un certain docteur qui avait une émission de radio prétendre qu'il n'y avait aucun problème de violence dans les écoles. Le seul problème qu'il y avait dans les écoles, c'est que les femmes étaient majoritaires. Et elles vieillissent. Et en vieillissant, elles deviennent maussades. Elles deviennent méchantes. Et comme elles ont la tête enflée par le féminisme, eh bien, elles empêchent les petits garçons de bouger tout naturellement. Alors moi, ce fameux docteur, je ne me suis pas porté à son secours. Il a fait partie des gens que j'ai considérés dangereux de faire des déclarations comme celle-là devant des centaines de milliers de personnes. 2001, Conseil supérieur de l'éducation nous annonce qu'entre 1985, tiens, drôle de hasard, depuis 1985 jusqu'en l'an 2000, le nombre d'enfants, d'élèves des écoles primaires du Québec, le nombre de ces élèves avec troubles graves de comportement, il avait triplé en 15 ans. C'était donc pas une chimère, c'était sérieux. Il y avait un problème de comportement chez les enfants. Et quand on lit le rapport du Conseil supérieur, il nous invoque, le Conseil, 3 causes. Première cause, la structure familiale est de plus en plus fragile. Quand un enfant vit dans une famille où son papa et sa maman vont peut-être se séparer, ou parfois se séparent et divorcent, ou dans une famille où papa et maman ne se divorcent pas, mais ils se chicanent tous les jours, sévèrement, gravement, un enfant qui est témoin de ça, même s'il est couché dans sa chambre et il essaye de boucher ses oreilles, cet enfant-là souffre. Et ça affecte son comportement à l'école, le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant. Structure familiale de plus en plus fragile. Deuxième facteur, selon les chercheurs du Conseil supérieur de l'éducation, encadrement parental déficient. Encadrement parental, je m'amuse parfois à dire que c'est plus dans la lettre E qu'on trouve encadrement parental, on le retrouve maintenant dans le dictionnaire sous la lettre H.
Encadrement parental. Le parent moderne a l'impression que d'apprendre à son enfant que non, c'est non, sans donner de claque, sans crier, sans renfermer un enfant dans sa chambre pour le punir, apprendre à un enfant que non, c'est non, semble-t-il que ça pourrait être frustrant. Donc, le parent moderne évite de dire non. Il s'abstient de créer chez l'enfant de la frustration parce que son papa et sa maman, qui l'aiment, lui ont dit non. Je suis dans un McDonald's à Québec où j'allais déjeuner à l'époque, dans les années 2000, et j'arrive dans la section, la seule section où ça ne fumait pas à l'époque, c'était la section des jeux pour enfants. C'est l'avantage que ça avait avant l'interdiction du tabac. Dans ce local-là, il n'y en avait pas. J'arrive dans le petit déjeuner, avec mon petit déjeuner dans un plateau, je m'assois. Il y a un monsieur et une dame qui sont là, j'ai passé devant eux pour venir m'asseoir. Et il y a un petit garçon qui est en train de jouer sur l'espèce de petit cheval avec un boudin ressort au-dessus du cheval. Et le petit garçon avait besoin de dépenser de l'énergie et le ressort travaillait très fort. Je m'assois pour déjeuner. Jusque-là, tout va bien. Il arrive un autre couple, avec un petit garçon aussi. Pas du tout le même style que l'autre. Celui-là était tout fin, tout étroit, tout mince. Il s'assoit, les parents. Papa va chercher de la nourriture. Maman s'assoit. Le petit garçon se dirige vers la glissade, qui est juste devant moi. Le petit garçon est en marche vers l'escalier pour monter à la glissade. Le deuxième débarque du cheval là-bas. Et il s'en vient en courant vers le premier. Au début, je me suis dit, ça y est, ils sont tous les deux finissants de la même garderie. Ils sont contents de se revoir. C'était pas tout à fait ça, hein, parce que celui qui courait vers l'autre, il diminuait pas sa course, il accélérait. Celui qui était tout petit, filiforme, timide, lui, il comprenait rien de ce qui se passait, puis il laissait venir l'autre, sans savoir ce qui allait lui arriver. Et là, j'ai entendu le monsieur à côté de moi qui a crié très fort. Je ne crierai pas très fort devant le micro. Sébastien! Le petit garçon avait des espadrilles avec des petits clignotants lumineux. Ce sont des espadrilles qui freinent très, très bien. Le petit garçon, donc, s'immobilise avant la collision avec le grand garçon qui est à côté, du même âge, mais plus grand. Et là, j'entends le papa dire une phrase qu'il a répétée au moins une dizaine de fois pendant que je prenais mon petit déjeuner. Rapide. Ça commençait toujours de la même façon. Sébastien. Papa va se lever. Je suis dans la deuxième cause du comportement déficient chez les enfants. Pour le parent moderne, on est mieux de répéter 10 fois « Papa va se lever », ça serait, semble-t-il, plus moderne, que de le dire une fois et ensuite le faire. Tu te lèves, à la deuxième fois, tu te lèves, tu prends l'enfant de tes bras, il n'est pas content, il gigote, il se tortille, et puis il donne des coups de pied, tu le serres fort contre ton cœur, c'est ton enfant. Tu l'amènes s'asseoir à la petite table d'à côté pour déjeuner. On s'assoit là, on se calme, sans crier, sans se fâcher, sans menacer l'enfant. Il continue, il fait sa crise, il se roule par terre, on prend notre petit, encore c'est notre enfant. On le prend dans nos bras bien serrés, on s'en va jusqu'à l'auto, on ouvre la portière arrière, on l'assoit dans sa chaise de sécurité, on attache la ceinture, on retourne chercher la nourriture dans le restaurant, puis on s'en va tranquillement à la maison. Ça serait pas bien, ça. Ça serait pas bien, ça. Ce qui est mieux, c'est répéter 10 fois que tu vas faire quelque chose puis jamais le faire. Ça, c'est moderne, ça. Selon les chercheurs, il y a 2 facteurs qui se sont combinés pour expliquer l'augmentation du nombre d'enfants avec des troubles de comportement. Le 3e facteur, vous allez comprendre pourquoi j'étais en même temps malheureux et en même temps joyeux, l'exposition des enfants de plus en plus fréquente à la violence dans les médias. G.I. Joe, Transformers,
84 à l'heure, 81 à l'heure. Ça a augmenté avec les Power Rangers, avec les Tortues Ninja et avec les Pokémon. Il y a quelqu'un qui avait entendu notre appel et qui avait dit « C'est pas fou, d'après nous, c'est un des 3 facteurs. » Dans chaque cerveau d'enfant, les 3 éléments se sont combinés, jamais exactement dans la même proportion, mais il y avait les 3 ingrédients partout. 2001, février 2001, Conseil supérieur, c'est comme si c'était hier pour moi. Et pourtant, ça fait 16 ans. Il arrive une autre nouvelle extraordinaire en 2001. Un certain professeur de médecine de Californie, le professeur Thomas Robinson. J'espère que quelques-uns parmi vous, en arrivant à la maison, vous allez demander à Google de retracer Thomas Robinson, Université Stanford. Il vient de réaliser une expérience, il ne savait pas ce que ça allait donner. L'expérience qu'il a tentée dans 2 écoles de San José. Il est allé mesurer dans les 2 écoles avant de partir la fréquence des paroles et des gestes violents. La fréquence, non. L'adiposité, une petite pincée de peau sous le bras et à la taille, pour vérifier combien il y a de gras sous-cutanés. Et troisième chose que Dr. Robinson vient vérifier, l'asticotage des parents par les enfants pour se faire acheter des jouets ou des objets annoncés à la télé. Robinson a pris des mesures dans les 2 écoles. Dans une des 2 écoles, ils appliquaient déjà un problème de résolution des conflits, comme celui qu'on connaît dans nos écoles qui s'appelle « Vers le Pacifique ». Ils continuent à faire l'école comme l'année d'avant, eux, dans cette école-là. On l'appelle B, celle-là. Mais dans l'école A, Thomas Robinson donne un cahier, un petit cartable, avec des leçons à donner une fois par semaine, 30 minutes, 45 minutes. C'est les maîtresses qui donnent la leçon. Ils font ça pendant 18 semaines. Et au bout des 18 semaines, Thomas Robinson et son équipe et ses assistants, ses étudiants à la maîtrise au doctorat, viennent vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 écoles. On revérifie fréquence de violence physique et verbale, adiposité, asticotage des parents. Encore aujourd'hui, quand je le raconte plusieurs fois par année à des assemblées de parents. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment ça se fait que la découverte de Robinson n'a pas fait la première page dans tous les journaux du monde. La violence verbale dans l'école A avait diminué de 50%. 5 paroles sur 10, une parole sur 2, méchante, violente, menaçante, harcelante, n'était plus prononcée. Adiposité, les élèves de l'école A, magie, avaient tous perdu du gras sous-cutané, sous le bras et à la taille. Comme professeur d'éducation physique, j'ai tout de suite pensé, c'est sûr que s'ils ne regardent pas la télé, ils font d'autres choses, hein? Et s'ils font d'autres choses, bien, ils bougent. Ils ne sont pas assis. Alors, B, troisième facteur, asticotage des parents, pratiquement disparu dans l'école où les élèves ne regardent pas la télévision. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans les 18 leçons que Robinson avait fournies à l'école A, toujours les leçons étaient axées vers cesser de regarder la télévision. Et le matin, et au repas, et le soir avant de se coucher. C'est là que j'ai puisé une idée du Dr. Thomas Robinson, le défi 10 jours sans écran. Comme je suis professeur d'éducation physique, j'ai pensé tout de suite présenter aux élèves du Québec et de l'Ontario francophone, qui m'invitaient souvent, j'ai pensé transformer le défi sans écran en jeu. On va jouer un match contre des personnes qui préparent des émissions pour nous garder inquiets, assis le plus longtemps possible et le plus souvent possible,
professionnels payés pour nous garder assis. Nous, pendant 10 jours, on va remplacer ce qu'on faisait assis devant un écran et on va faire autre chose. Et c'est les enfants qui choisissent ce qu'ils vont faire à la place. Lego, lecture, vélo, marche, avec toutes sortes d'exercices bien québécois, parce que le docteur Robinson ne pouvait pas m'envoyer son matériel qu'il avait fourni aux maîtresses d'école de l'école A. Il ne pouvait pas m'envoyer son matériel avant 2 ans. Moi, je ne voulais pas attendre, moi. J'ai donc créé nos propres exercices de préparation des enfants à devenir, l'exercice pour devenir plus fort que les écrans. Et c'est les enfants qui trouvaient les activités. Et on envoyait des lettres aux parents. Vous savez comment c'est dur de déranger les parents. On fait une assemblée de parents, et en vient le tiers, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Ceux qui en ont le plus besoin, ils restent à la maison, parce qu'ils savent, par mauvaise expérience, que les fois où ils sont allés, c'était pour se faire dire quelque chose que leur enfant avait fait de pas très bien. Alors, ils restent cachés. Ils sont tannés de se faire condamner ou rendre responsable de tous les fléaux. Alors, j'avais prévu le coup. J'avais donné des exercices qu'on commence à faire avec les enfants en classe, mais on ne les finit pas dans la classe. Les enfants les apportent à la maison et ils les complètent avec les parents. Et en bas de chaque activité, il y avait tout le temps 3 lignes blanches, commentaires des parents. On s'est mis à recevoir des tas de commentaires des parents positifs. On était habitué à tout le temps se faire des reproches quand il y a quelque chose qui ne marche pas à l'école. Eh bien là, c'était des compliments. Et ça ne tarissait pas. Hein? Défi 10 jours sans écran. On tente l'expérience dans 11 écoles élémentaires autour de Québec. Et une école secondaire à Montmagny. Miracle partout. Diminution de la violence physique et verbale entre les jeunes. Amélioration du vivre ensemble. Venir à l'école, c'est de plus en plus agréable. Et j'avais placé parmi les questions pour évaluer le défi, j'avais préparé une 24e question, qui était la suivante. On posait, le questionnaire allait aux parents, aux élèves et aux enseignants. Est-ce que durant le défi 10 jours sans écran, vos enfants ont été de meilleure ou de pire humeur? N'importe qui dans cette salle qui connaît un fumeur sait très bien que quand un fumeur arrête de fumer, il panique. Et que fait son subconscient à son fumeur? Il rend le fumeur, les 3-4 premières journées de sevrage, il rend le fumeur insupportable. Le subconscient sait pourquoi il faut rendre le fumeur insupportable. Parce que si tu continues une 4e journée et une 5e journée, tout le monde dans la maison chez toi va te dire « Ah, on n'en peut plus. Papa, va t'acheter un paquet de cigarettes. » Le subconscient vient de gagner le match. Moi, je me méfiais. Fermer la télévision, peut-être qu'il y a des enfants qui vont être coincés, ils vont souffrir, et ils vont devenir maussades, ils vont devenir agressifs, frustrés. On pose donc la question, est-ce que vos élèves, on demande la question aux profs, aux parents, est-ce que vos enfants, et on demande aux élèves eux-mêmes, est-ce que durant ces 10 jours, tu as été de meilleure ou pire humeur que d'habitude? Comment se fait-il que c'est pas dans la première page de tous les journaux, y compris le Nouvelliste, le Soleil, la Presse, le Devoir? Après 10 jours sans écran, les enfants sont de meilleure humeur. 3 enfants sur 4 sont de meilleure humeur que d'habitude. Les professeurs nous le disent, les parents nous le disent, et les élèves eux-mêmes. Je prends une respiration pour me dire, comme c'était intuitif que d'avoir préparé les bonnes questions pour aller chercher les résultats qu'il nous fallait. Et la dernière question, c'était... L'école de vos enfants réfléchit à la possibilité de refaire le défi 10 jours sans écran un jour. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on le fasse tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Jamais. 1% des parents disent jamais. 5% des élèves disent
jamais. 75% des parents et des enfants disent chaque année. Et le groupe qui est le plus favorable à refaire le défi chaque année est les professeurs. 90-95%. Eux, ils ont été témoins de ce qui est arrivé entre leurs élèves, les disputes qu'il faut corriger, les problèmes de concentration dans les classes. C'est la télévision, ça, le matin, ça. On publie les résultats chaque année de 2003 jusqu'à 2008. 2008, je reçois un appel de France. Il y a quelqu'un à Strasbourg qui aimerait voir ce que ça donnerait dans une école de leur ville, fermer les écrans. Est-ce que d'abord ce serait possible pour les enfants de réussir? Et deux, quel résultat ça donnerait? J'ai donné la formation à 3 personnes renfermées dans un petit local à Strasbourg. Ils avaient trouvé une école qui était intéressée à vérifier si le projet québécois Défi 10 jours sans écran allait donner des résultats dans leur école. Ils voulaient essayer. Donc, j'ai formé 3 personnes à aller faire dans les classes exactement ce que je faisais déjà dans les écoles québécoises. Exactement le même mode d'emploi, exactement les mêmes explications, exactement la même approche avec les parents. Et une fois que je leur ai donné toute la formation, ça a pris 3 rencontres, ça s'est passé d'à peu près 2 semaines en chaque. Ils me disent, on y va, on recommunique avec toi quand on aura été rencontrer l'école. Ils vont rencontrer l'école, et l'école qui s'est portée volontaire, c'est une école qui est située dans un quartier où les jeunes ont le record d'automobiles incendiés chaque année au jour de l'an. Mon fils et moi-même, et plusieurs hommes qui sont dans cette salle, on a connu l'époque où, pour un anniversaire, il fallait boire le plus d'alcool possible. On a connu ça. Moi, je venais de Sorel, en plus, j'en ai bu plus que tout le monde qui est dans cette salle. Je me dis, vas-y, ils sont fous, ils font exprès, ils trouvent une école où ça n'a aucune chance de marcher. Eh bien, ça a dépassé tous les résultats qu'on avait obtenus au Québec. 105 enfants. Ils n'avaient jamais vu passer de caméra de télévision de leur vie, sauf le jour où il y a des autos qui brûlaient. Quand il y a des autos qui brûlent, les caméras arrivent. Ça fait des bonnes nouvelles. Les autos qui brûlent. Regardez les imbéciles du quartier là-bas, ils brûlent des autos. Quelle bande d'idiots! Schlick! Il arrive des journalistes à l'école, et il y en arrive de à peu près toutes les chaînes de télévision françaises, tous les journaux. Ils ne peuvent pas interroger les enfants sur le terrain de l'école, donc ils les attendent au coin de la rue quand ils s'en viennent à l'école le matin. Et là, je vois des journalistes avec la caméra à l'épaule, comme le monsieur qui est là, caméra à l'épaule, à genoux. Et le journaliste qui est à côté, qui questionne les enfants, « Tu le fais, toi, le défi 10 jours sans écran? »« Mais oui, c'est mignon, c'est rigolo. » Et les enfants racontent aux journalistes. J'en ai pleuré, moi, en regardant les bulletins de nouvelles. Et je vérifiais, je me méfie toujours quand les journaux se mettent à parler en bien de toi. S'il y a un groupe de journaux qui parlent en ta faveur, attention, les autres journaux qui détestent le journal A, eux, ils vont te descendre à plat de couture. Je viens donc vérifier des journaux de gauche, des journaux de droite. Libération, Le Monde, Le Figaro, L'Express, opposition politique antagonique, perpétuelle, depuis des années. Les 2 catégories de journaux trouvent le projet formidable. Et puis un jour, on m'envoie un article du journal Le Canard enchaîné. Et rien qu'avec le titre, je me disais, ça y est, ils vont sûrement s'exercer les dents et me mordre un mollet, eux, ça se peut pas. Et ils ratent rien, eux. Eh bien non. La première phrase de l'article que j'ai affiché sur le site Internet Edupax, le premier article du Canard enchaîné commence par les mots
projet génial. Point. Un projet de prof, quoi. Hein? J'ai pleuré une autre fois. J'ai pleuré pas parce que j'étais fier de ce qu'on avait créé, non. Parce que les enfants de là-bas, que j'ai jamais vus de ma vie, j'avais jamais parlé à des classes d'enfants, moi, de France encore, ils sont emballés par le projet, ils découvrent que quand les écrans restent fermés, il y a une autre vie. Et cette autre vie, elle est joyeuse, elle est agréable, elle est heureuse, et les relations entre eux s'améliorent. Je nomme 3 mots quand je donne la conférence en France. Je donne les 3 mots, ce ne sont pas longs à retenir. Lego, vélo, lire. 3 mots de 4 lettres qui transforment le cerveau des enfants et allument leurs neurones et les fait devenir plus forts que les écrans. Mesdames, Messieurs, depuis 2008, je vais chaque année en France. Et à chaque fois qu'on m'invite, ça dure de plus en plus longtemps. Depuis 2 ans, j'ai un contrat avec le conseil départemental de la Vendée. Normandie, les plages du débarquement, Bretagne, Saint-Malo et compagnie, et juste en dessous, la Vendée. La Bretagne m'invitait beaucoup les premières années, et maintenant c'est plutôt la Vendée, le conseil départemental de la Vendée, qui est responsable des collèges. Les collèges en France, c'est des écoles secondaires. Donc l'autorité politique des écoles secondaires en France, c'est le conseil départemental. Ils me disent, on a entendu parler de ce que vous faisiez dans les écoles primaires. On voudrait que vous essayiez vos talents de communicateur avec des adolescents. Je n'ai pas sauté de joie tout de suite. Parce que je me suis dit, c'est beaucoup de soins pour mobiliser des enfants de 10, 9, 8, 7, 6. Et plus ils montent et plus ils sont vieux, plus c'est difficile. Quand je vais tomber avec des 12, 13, 14, 15 qui sont habitués à se payer la gueule de leurs professeurs, comme moi, hélas, je l'avais déjà fait, je me suis dit, maintenant, c'est moi qui va passer au cash. Et ils vont me le faire regretter. Alors, j'ai mis au point une stratégie où ils ne s'aperçoivent même pas de comment je les amène tranquillement à comprendre comment ces écrans font plus d'argent s'ils attirent plus de monde. Et quand les postes de télévision, les chaînes de télévision se rendent compte qu'en mettant des choses plus idiotes, plus imbéciles, plus insignifiantes, ils attirent plus de monde, ils en rajoutent. C'est leur logique. Ils n'abusent pas, eux, au ministère de la Justice, les postes de télévision. Ils habituent, ils répondent aux besoins des investisseurs, les actionnaires de la chaîne. Et il faut augmenter les postes, les auditoires. C'est leur logique. Alors, je leur explique que chez moi, l'émission la plus regardée, c'est le Super Bowl. Mais encore vérifier s'il y a quelques personnes qui dorment. Qui sait c'est quoi le Super Bowl? Levez une main, s'il vous plaît. Je vois qu'il y en a un qui dormait, il vient de se réveiller. C'est bon. Pour ça, lever la main de temps en temps, c'est pas méchant. Le Super Bowl, mes chers amis, en 2016... Fin janvier, début février, tout le temps à cette période-là, le Super Bowl. Championnat du football américain. Pour passer un petit 30 secondes de publicité, un commanditaire devait payer pour réserver son 30 secondes 5 millions de dollars. 30 secondes. En 2017, cette année, le tarif pour un 30 secondes était passé à 6,5 millions. Pourquoi un commanditaire est prêt à donner autant d'argent à une chaîne de télé? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Et là, je leur apporte un deuxième argument pour faire comprendre ce principe-là. Augmenter l'auditoire, ça rapporte plus de sous. Je leur pose une question à mes chers amis adolescents. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît Matt Groening?
M-A-T-T, son prénom, G-R-O-E-N-I-N-G. Je vois quelqu'un qui le connaît en arrière. Chut. C'est l'inventeur des Simpsons. Créateur des Simpsons. Il produit une première série, il n'y a pas une chaîne qui veut passer ça, c'est plein d'idioties. Le héros est un petit garçon qui fait que des bêtises à l'école. Il envoie à une chaîne de télévision qui lui donne quelques pinottes, presque rien, pour avoir sa série de 10 épisodes. Il passe ça à la télévision et dès la première diffusion, les Simpsons deviennent l'émission dessin animé la plus populaire aux États-Unis. L'année suivante, Matt Groening prépare une saison complète et devient multimillionnaire. On ne lui a pas donné un seul million, on lui en a donné plusieurs pour sa saison. Pourquoi on a donné beaucoup d'argent à Matt Groening? Au début, on avait regardé son émission, on avait dit non, on ne la veut pas. Puis la deuxième année, oui, on en donne beaucoup. Je demande à mes amis adolescents, d'après toi, pourquoi la chaîne a payé autant d'argent à Matt Groening dès la deuxième année? Les élèves mettent ce qu'ils écrivent, ils mettent ce qu'ils pensent sur leur feuille. C'est liberté totale. Et la question suivante, c'est là que je les attends. C'est pour ça qu'il faut être fer d'or quand tu travailles avec des adolescents. Matt Groening avait à l'époque un fils de 7 ans. Interdit de regarder les Simpsons. Là, je vois les adolescents devant moi, la bouche qui a grandi comme ça. 8 ans, pas le droit. 9 ans, 10 ans, 11 ans, le fils de Matt Groening a toujours pas le droit de regarder les Simpsons. À 11 ans, il revient de l'école fâché. Papa, t'es méchant. Mes amis à l'école, ils regardent les Simpsons tous les jours. Ils ont vu ton nom au générique. Mes chers amis adolescents qui sont dans la salle viennent comprendre qu'il y a un générique dans une série télévisée. Puis à la fin, on voit tout le monde qui a travaillé. Le fils est fâché après son papa, il est fâché après son papa. Je t'aime plus, papa. Mesdames, messieurs, le fils de Matt Groening avait toujours pas le droit de regarder les Simpsons à 12 ans. Et je demande à mes chers amis, ados, d'après toi, pourquoi il ne voulait pas? Et pas parce qu'il ne connaissait pas l'émission, c'est lui qui l'a faite. D'après toi, pourquoi Matt Groening ne voulait pas que son fils de 12 ans regarde les Simpsons? Écris ta réponse. Et les élèves se mettent à écrire. J'ai, sur un auditoire d'à peu près 200 élèves dans une salle, j'ai peut-être 3-4 élèves qui, non, ils ne comprennent pas. Ils réfléchissent. Ils ne savent pas. Et c'est là que j'ai pris l'habitude, une fois qu'ils ont tous écrit leur réponse, de déposer leur crayon et d'aller montrer leur feuille à 2 personnes qui sont dans la salle. Je sais que les adolescents les plus coriaces vont aller voir leurs meilleurs copains ou leurs meilleures copines. Ils vont montrer leur réponse. Ils lisent la réponse de l'autre, y compris celui qui n'a rien trouvé. Ils reviennent à leur place et ils ont 30 secondes supplémentaires pour compléter leur réponse. Si elle était parfaite, ta réponse, tu n'ajoutes rien. Si tu veux y ajouter quelque chose, tu as 30 secondes, allez, vas-y, clique. Presque tout le monde ajoute un petit quelque chose. Il n'avait pas vu complètement ce qu'un ami a trouvé ou une autre amie là-bas a trouvé. Complète la réponse. Jamais de jugement sur leur réponse. Jamais. Je les apporte chez moi, puis je les compile avec ma compagne. Évidemment, c'est beaucoup de boulot, mais les merveilles qu'on trouve là-dedans, de naïveté et de curiosité. Mon objectif, c'est quoi? C'est pas qu'ils lâchent les Simpsons. C'est d'exercer la partie de leur cerveau où se loge, où réside le jugement critique. Et où est-il situé, le jugement critique dans le cerveau? Alors, j'ai des diapositives avec moi que j'aurais bien aimé vous montrer, mais on ne les a pas ce matin. J'ai une diapositive où on voit un cerveau humain. Et on voit comment l'image qu'on voit à l'écran arrive à la rétine de l'œil. Elle est transmise par le nerf optique jusqu'au centre du cerveau, entre mes 2 doigts. Une espèce de lobe rouge, qui est dessiné rouge sur la caricature, le dessin. C'est l'endroit où tu ressens des émotions. Et l'image, une fois qu'elle t'a envoyé des émotions, ton cerveau, s'il est content,
produit de la dopamine. Cette partie-là où tu as des émotions produit de la dopamine. Et la dopamine est représentée sur la diapositive par une espèce de petit canal orange qui va vers le haut. Ça te fait plaisir. On sait que ça marche, la dopamine, parce qu'on sait qu'un gros amateur de Facebook, rien que quand on prononce le mot Facebook, son cerveau produit de la dopamine. On sait que l'amateur de jeux vidéo qui est habitué à gagner beaucoup de points, à tuer des personnages imaginaires, personnages virtuels, on sait que son cerveau produit de la dopamine. Et cette image, où s'en va-t-elle? Il n'y a pas de poubelle dans son cerveau. Elle s'en va, cette image, ces milliers d'images vont dans le lobe occipital, une partie derrière le cerveau qui est sur la caricature dessinée en vert. Et je leur explique que si le directeur de votre école et votre collège m'ont invité, c'est parce que j'ai découvert un truc pour donner des vitamines à une partie de votre cerveau que les compagnies qui vous envoient des émissions ou des Facebook ou des jeux vidéo, cette partie de votre cerveau, ils font tout en leur possible pour jamais la stimuler. Et cette partie de votre cerveau, mes chers amis, vous en avez tous un, hein? Elle s'appelle un lobe frontal. Et comme un muscle de bras que tu n'as pas exercé, ben le biceps, il n'est pas développé. Mais le lobe frontal, si tu l'exerces, tu exerces ça comme un lobe frontal. Tu ne fais pas du vélo. Et non. Tu t'habitues à observer ce qui se passe, à comprendre les conséquences et à juger ce que tu vois. Le jugement critique. J'avais une belle diapositive à vous montrer là-dessus. C'est pas grave, un de ces jours, on se reverra. Le conseil départemental de la Vendée m'a engagé pour rencontrer 3500 adolescents l'année passée. Et quand je finis de leur parler, mes amis adolescents, pendant 1h15, 1h30, la dernière question que je leur pose, parce que toutes les 5 minutes, j'arrête. Parce que si je parle plus longtemps que 5 minutes, ils ne retiennent pas. Fait que j'arrête toutes les 5 minutes. J'arrive à la dernière question. Avant de terminer, mes amis, j'aimerais que vous exerciez votre jugement critique. Vous avez vu un Québécois. Je ne m'appelle pas Garou. Je ne m'appelle pas Céline Dion. Je ne chante pas. Je ne joue dans aucune série télévisée. Mais j'ai inventé un sport qui donne du pouvoir à ton lobe frontal. J'aimerais savoir, s'il te plaît, quelle note tu me donnes sur 10 pour le travail que j'ai fait devant toi. Alors, je donne ma conférence, il me donne une note, et quand j'ai ma note, la feuille est écrite sur la réponse est écrite sur la feuille de chaque élève que je recueille à la fin. J'arrive à la dernière partie de ma conférence avec des ados. Le collège m'a demandé de vérifier s'il y avait des élèves parmi vous qui voulaient essayer ce nouveau sport extrême, des ados contre des professionnels, payés pour nous garder assis. Ils m'ont demandé de vérifier s'il y en avait parmi vous qui voulaient essayer de jouer ce nouveau sport inventé au Québec. 10 jours sans écran. Je vous laisse 2 minutes pour en parler avec vos copains, vos copines à côté de vous. Alors, ils chuchotent, ils murmurent. Les journalistes n'en reviennent pas. Et quand les 2 minutes sont terminées, 100% attentifs. Et j'ai jamais moins que 50% des ados qui acceptent de livrer le match. Et je leur explique que ce nouveau match, c'est pas un match qui a comme slogan « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». C'est pas un match non plus qui a comme slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Non, c'est un sport québécois qui a comme logo, comme modèle, 3 valeurs: liberté, vérité, solidarité. Liberté, pourquoi? Parce que les compagnies qui engagent des experts pour capter ton attention, puis te garder accroché à l'écran, puis te faire revenir demain pour écouter ce qui est arrivé à G.I. Joe, c'est des experts, ça, c'est des pros. Si je faisais venir 5 pros de l'équipe des Bleus de France, en France, c'est très important, l'équipe des Bleus, c'est comme le Canadien de Montréal chez nous. J'invite les 5 pires joueurs, je les mets sur le terrain, et je prends les 20 meilleurs élèves de l'école au foot. Je fais la mise au jeu.
pendant 1 heure, les élèves de ton école, 20, toucheront même pas au ballon. C'est des pros! Ils font ça, c'est leur gagne-pain! Moi, je te propose de livrer un match contre eux pour échapper à toutes les stratégies qu'ils ont utilisées pour te garder scotché à l'écran qu'ils appellent là-bas, donc assis, attentif, docile. Y compris avec Facebook, y compris avec les jeux vidéo. Vérité, parce que je vais te donner une feuille de pointage. Et sur cette feuille de pointage, ce que je te demande, c'est d'écrire que les points que tu as vraiment marqués. 1 point le matin, 1 point le midi, 1 point l'après-midi, 1 point au repas du soir. 4e point, c'est le repas du soir. 5e point, après le souper, qui s'appelle un dîner là-bas. Et le 6e point, ton téléphone hors de la chambre pendant la nuit. J'ai toujours quelques élèves, quand je dis que le 6e point, c'est le téléphone hors de la chambre, j'ai tout le temps quelques voix que j'entends dans le fond de la salle qui font « Non! » Et je ne suis pas fâché. Vous voyez la personne là-bas qui a exprimé sa douleur à l'idée de ne plus avoir son téléphone. Elle est accrochée à son téléphone. Elle pense qu'elle ne peut plus s'en passer. Moi, je sais que si elle essaye, elle va réussir. Mais pour réussir, il faut essayer. Alors, 6 points. Quand je donne la conférence aux parents, parce que dans toutes les écoles où je vais, primaire et secondaire, on invite les parents un soir à une conférence. Les salles sont pleines. Les salles sont pleines. C'est quoi cette folie de fermer les écrans? Notre école est moderne. On veut des tablettes. On veut travailler l'ordinateur. C'est tellement moderne. Ah oui, oui, je leur explique que je suis très au courant que c'est très moderne. Et moi, je ne propose pas de brûler les tablettes et les ordinateurs, et non, de casser la télévision, non. Je propose à vos enfants un exercice de 10 jours pour s'en passer. Au début, ils vont être terrorisés. Et puis, ils vont mijoter. Et ils vont arriver, après liberté et vérité, ils vont arriver à solidarité. Et je promets à tous les adolescents qui sont dans la salle que si tu participes au match que je te propose, tu vas passer les 10 meilleures années, les 10 meilleures journées que tu n'as jamais passées dans une école depuis que tu es né. Les 10 plus belles. Pourquoi je suis sûr de mon coup? Parce que j'ai été dans des dizaines d'écoles avant d'arriver chez toi. Et j'ai vu ce que les élèves font pour se préparer. Et quand ils se préparent, tu sais ce que ça donne comme résultat? Un lobe frontal allumé et une victoire. Mesdames, Messieurs, quand Florent m'a invité à venir vous parler, je vous ai préparé un de ces diaporamas. Et je pleure secrètement à l'intérieur de moi, tout caché, parce qu'un homme, ça ne pleure pas devant le monde, un grand garçon. Je vous dis, si jamais vous avez des enfants qui sont eux-mêmes parents, ou vous avez des personnes que vous connaissez qui gagnent leur vie comme enseignants, promettez-leur les 10 plus belles journées de leur année scolaire et leur plus belle année scolaire avec le défi du jour sans écran. Pourquoi je suis sûr de mon coup? Parce qu'on a évalué les résultats. Quand les élèves réussissent à garder les écrans fermés, le matin, il n'y a plus de télé avant de partir pour l'école. Et quand l'élève arrive dans la classe, il est capable d'écouter sa maîtresse, il est capable de rester concentré. Et dans les familles où il y a un enfant, ou 2, des fois 3, des frères et sœurs, qui font le défi sans écran, le tremblement de terre qui se produit s'appelle, ça commence encore par con. Le premier, c'était concentration. Cette fois-ci, c'est conversation familiale. Les conversations familiales, ils sont où, les conversations familiales? J'ai des statistiques, j'ai 2 diapositives là-dessus dans mon diaporama. Des chercheurs de l'Université de Michigan qui, en 1981, sont allés vérifier combien de temps les parents modernes passent à avoir des conversations avec leurs enfants. 81, 1h12 par semaine. Vous n'êtes pas trompé? Par semaine? Par semaine.
Le même enfant passe 20 heures, 30 heures, 40 heures devant un écran. Des articles dans les journaux, c'est effrayant. Les parents modernes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font manger à la laine sur le dos, ils laissent faire n'importe quoi aux enfants. Ça, pour blâmer les parents, ça, c'est facile. Les chercheurs retournent vérifier en 1997. Donc, 16 années plus tard. Le temps de conversation familiale était fondu à 34 minutes par semaine. Et je dis à mes amis français, mes parents, mes papas, mes mamans françaises, je les vois. La télévision, c'est fort, la télévision. C'est plus fort que ton papa et ta maman. Et moi, j'ai dit à vos enfants que leur papa était plus fort que Spider-Man. Il me regarde pour voir si je souris. Non, je ne souris pas du tout. Ton papa est plus fort que Spider-Man et que Superman. Et ta maman, elle est plus belle que Lady Gaga. Ça rigole. Et pourquoi je suis sûr de mon coup quand je le dis aux élèves? Je le répète aux parents le soir, mais je le dis aux élèves durant le jour. Et pourquoi je suis sûr de mon coup? Parce que quand tu auras 30 ans, et tu auras un gros pépin, un gros souci, un gros tracas, tu appelleras Spider-Man, tu appelleras Lady Gaga. Je t'annonce tout de suite que la seule personne qui va répondre à l'appel est ton papa et ta maman. Je suis sûr de mon coup. Le défi commence telle date. On compte nos points. Ça donne 62, 63, 64, 65, parce que les jours de congé, ça donne plus de points. Une demi-journée donne plus de points, un samedi et un dimanche. Donc 2 points le matin, 2 points l'après-midi, ça donne 8 points un jour de congé. Ils marquent leurs points. Liberté. C'est eux qui choisissent les activités de remplacement. Vérité. Mets-nous pas des points que tu n'as pas marqués, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas savoir qui marque le plus de points. On veut savoir si toi, tu es capable d'utiliser ton jugement critique pour dire non. Et hier, j'ai marqué 4 points. J'aurais pu en marquer 6. J'en ai marqué 4, je marque 4. Vérité. Et le troisième, solidarité. Tes copains et tes copines, vous allez ensemble trouver des choses pour vous amuser.